Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Adam Tidjani. Monsieur Tidjani, bonjour. C'est un réel plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour aux auditeurs et bonjour à vous, Bayoma. Et vraiment, c'est un plaisir de répondre à votre invitation et de venir discuter avec vous sur les problèmes de l'art. Vous rappelez que cette émission s'inscrit dans la continuité du combat que mènent les journalistes pour la libération de notre confrère Pape Alé Niang dans les liens de la détention. Ici, l'enjeu, c'est l'information. L'information, oui, vous en tant que scientifique également, l'information est un enjeu. Et absolument. On dit toujours qui maîtrise l'information maîtrise le monde. Et je pense que vous, journalistes, c'est vrai que dans notre pays, vous êtes très orientés l'information sociétale et l'information politique. Mais nous, en tant qu'universitaires également, nous devons donner la bonne information aussi bien aux décideurs pour les aider à prendre les bonnes décisions et les populations pour les aider à comprendre les enjeux du moment. Ça peut être le réchauffement climatique et n'importe quelle chose. Et deux intérêts qui se télescopent, ceux-là qui cherchent à cacher et d'autres qui cherchent, comme les journalistes, à révéler cette information. Deux intérêts divergents et qui auraient dû converger, parce que la finalité, c'est la transmission ou la diffusion de l'information au profit de la communauté. C'est-à-dire que l'information, on ne peut jamais la cacher. On pourra la cacher un certain temps, mais ça ne peut pas être éternel. Je pense qu'il est préférable que les populations soient au courant des informations, qu'ils puissent la discuter. Vous savez, une information, dès lors qu'elle est discutée, les gens s'en approprient, c'est bien pour tout le monde. Parce que chacun va essayer d'y apporter des solutions. Mais quand l'information est cachée, le jour où elle va apparaître, vous ne savez pas comment les gens vont, l'impact que ça aura sur les gens. Ça peut déborder, comme ça peut ne pas avoir un impact qui soit négatif. Mais moi, je pense que l'information doit être donnée au moment voulu aux populations. Oui, que le scientifique à son niveau donne l'info, le journaliste également. Mais absolument. Oui. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte également que c'est vrai, sur les questions scientifiques, le journaliste est plus à même de donner l'information. Ah oui. Mais cela veut dire quoi? Il faudrait que le journaliste travaille en symbiose avec justement les universitaires. L'universitaire, il mâche le travail, il donne ça aux journalistes qui le rendent digeste pour les populations et pour les Et justement, c'est de cela dont il s'agit pour cet exercice d'aujourd'hui, pour rappeler à nos auditeurs que notre invité est professeur titulaire de classe exceptionnelle à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, professeur Adam Tidjani, vous avez été distingué meilleur scientifique de l'année, je veux parler meilleur scientifique en cette année 2022. Oui, cette distinction vous a été attribuée par l'AD Scientific Index, je veux parler de Alper Dogger Scientific Index, pour vos travaux sur les polymères. Il s'agit des plastiques. Sur les polymères, ou sur d'autres travaux que j'ai eu à faire. Parce que c'est vrai que si je fais l'historique un peu, si vous le permettez, Oui. de mon parcours, j'ai fait ma thèse de 3e cycle en physique nucléaire, appliquée à la géophysique. À l'époque, on travaillait sur justement la mesure du radon. Le radon est un gaz radioactif qu'on trouve partout. On va y arriver. Et donc, ensuite, j'ai fait ma thèse d'état sur la dégradation des plastiques, qu'on appelle les polymères. Quand le problème environnement, le plastique, on a parlé du péril plastique, j'ai fait des post-docs sur la biodégradation du plastique. Et aux États-Unis, j'ai fini pour faire ce qu'on appelle la nanotechnologie, parce qu'à l'époque, on avait un problème environnemental qu'il fallait résoudre vis-à-vis de l'utilisation des plastiques. Oui, donc cela nous pousse à parler de la place et du rôle du scientifique dans sa propre société. Vous êtes un pur produit de l'école sénégalaise, vous en convenez avec moi? Absolument. Alors, oui, Adam Tidjani, parlons de l'analyse situationnelle de l'environnement sénégalais. Pour retenir quoi? Bon, l'environnement se dégrade au Sénégal. Il y a d'abord les facteurs extérieurs
qui peuvent entraîner cette dégradation. Je veux parler aujourd'hui du réchauffement climatique qui favorise plus ou moins l'érosion côtière. Je veux parler du réchauffement climatique qui aujourd'hui perturbe notre agriculture. Le réchauffement climatique qui aujourd'hui est à l'origine de beaucoup de maladies. Tout ceci entraîne des conséquences ou un impact relativement important. Donc, à côté de cela, vous avez la pollution de l'air avec nos véhicules. Quand vous savez qu'au Sénégal, la moyenne d'âge des véhicules, c'est 25 ans, il y a de quoi avoir des frissons. Parce que, et il est dit que Dakar fait partie des villes les plus polluées du monde. Sur ce point, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Moi, je fais le cours de physique atmosphère à mes étudiants. Quand on a une certaine pollution, le ciel, quand vous voyez le ciel, il n'est pas pareil. On n'a pas ce type de pollution. Non. Pour deux raisons. Et c'est ça, justement, notre problème au Sénégal. C'est pourquoi nous, notre objectif, au niveau de l'institut que j'ai créé, on veut créer des données. Parce que quand une structure de l'extérieur se permet de dire que Dakar est la seconde ville la plus polluée, elle va vous dire, moi j'ai fait des mesures. Oui. Si vous n'avez pas, de contre-mesures, vous ne pouvez absolument rien dire. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, le défi que nous voulons relever au niveau de l'Institut, nous voulons produire des données et porter la contradiction à des gens qui, de l'extérieur, vous disent que Dakar est la ville la plus polluée, la seconde ville. Mais, Omar, si vous avez fait le monde, allez en Chine, allez en Égypte. Oui, mais vous n'avez pas de contre-mesures pour démentir. Vous avez raison. Oui. Mais quand vous faites, je ne veux pas rentrer dans des considérations scientifiques, mais ce qu'on appelle, quand vous avez une certaine pollution, il y a la diffusion de rayés qui fait que le ciel est d'une certaine couleur. C'est très rare que vous avez ça à Dakar. Donc, le niveau de pollution, nous, scientifiques, on peut le voir en regardant uniquement le ciel. Quand le ciel est bleu, quand le ciel est gris, on peut savoir si aujourd'hui, vous avez une pollution due aux particules fines, ou si vous avez une pollution due à certains polluants venant de l'automobile, etc. Donc, mais est-ce que ce n'est pas une première hypothèse lorsque vous vous basez sur des données qui ne sont pas des données scientifiques? Vous avez raison. Ce que vous dites n'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique, mais c'est une première hypothèse. Maintenant, c'est à nous de nous donner les moyens de pouvoir faire ce contrôle, parce que de pouvoir faire ces mesures. Comme disait Senghor, vous vous basez sur l'émotion. Oui. Mais non, mais il y a quand même, il y a quand même une. Même si c'est le premier degré de la connaissance, elle est déjà très pauvre sur le plan scientifique. Mais c'est comme quand vous prenez un médecin, quand il vous ausculte, il vous regarde d'abord, vous lui donnez les signes, et ensuite, il peut passer à un examen plus poussé en vous disant vous allez faire un scanner, vous allez faire une IRM. Oui. Nous, c'est justement cet examen plus poussé que nous ne pouvons pas effectuer parce que nous ne disposons pas des équipements pour justement le faire. Et notre objectif, c'est d'acheter des équipements au niveau de l'Institut et d'être capable justement de faire ces mesures. À l'université, par exemple, vous n'en disposez pas, ces unités de mesure de cette nature? Non. Aujourd'hui, à l'université, au niveau de mon laboratoire, on est plus doté sur la physique des matériaux, mais pour les questions environnementales, on n'est pas très bien loti. Alors, oui, professeur Adam Stigani, vous nous avez expliqué aujourd'hui l'état situationnel, la situation de notre environnement. On parle de dérèglement climatique. Expliquez-nous de quoi il s'agit présentement en parlant de dérèglement climatique. Ce que je dis quand je fais des conférences à mes étudiants, en fait, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. Oui. Omar, quand vous prenez votre voiture, vous allez en ville, vous laissez votre voiture de 13h à 16h au soleil. Quand vous venez, vous ouvrez la porte, vous avez une chaleur extraordinaire qui sort. Pourquoi? Parce que lorsque le rayon solaire est venu taper sur votre voiture à travers les vitres, il a pénétré à l'intérieur. Et puisqu'il a traversé une vitre qui a une certaine épaisseur, il a perdu en énergie. Cette perte d'énergie ne le permet plus de ressortir. Donc finalement, entre 13h et 16h, le temps où vous avez laissé votre voiture à l'extérieur, il y a des millions de photons qui sont rentrés à l'intérieur de votre véhicule. Et donc ces photons restent à l'intérieur et vont échauffer la température. C'est la même chose avec aujourd'hui le CO2. Vous avez l'homme dans ses activités à dégager une certaine quantité de CO2. Cette quantité de CO2 a formé une enveloppe autour de la Terre. Donc, lorsque les rayons lumineux venant du Soleil pénètrent, traversent cette couche, ils sont réfléchis
ils ne peuvent plus ressortir, comme dans le cas de la voiture. Donc, l'homme est le principal responsable Absolument, ça, de ce réchauffement climatique. Absolument, ça se discute même pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut revoir justement notre comportement. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de la transition socio-écologique. C'est-à-dire que c'est notre comportement qui doit changer. Et je pense qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du terre, les gens ont commencé à changer de comportement. Le monsieur X va se dire, moi, j'économise de l'argent parce que avant, quand je prenais ma voiture pour aller au travail, je dépensais 100 000 francs d'essence, je perdais du temps, alors qu'aujourd'hui, avec le terre, je vais... Du temps et de l'économie. Absolument. Oui. Et vous polluez en plus l'environnement. L'environnement, oui. Donc aujourd'hui, c'est là où les gens commencent à changer. Mais il y a un problème de société qui va se poser. Lequel? Bah, Omar, moi j'achète ma Mercedes X5 ou X7 toute neuve. Oui. J'aimerais bien aller au travail avec ma Mercedes, que tout le monde sache que j'ai une Mercedes. Alors que si aujourd'hui, je laisse ma Mercedes à la gare pour prendre le terre, on ne saura jamais que j'ai une belle voiture. Et vous savez bien que les gens, honnêtement, ils aiment bien. C'est pourquoi je dis là, il y a un changement de comportement social qui doit s'opérer. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? C'est là la question. Oui. Et même par rapport à cela, on nous parle souvent de covoiturage. Mais moi, je veux bien faire du covoiturage, mais si c'est pour me retrouver dans une petite dédoche avec des trucs, tout serré dedans, ça pose problème. Mais alors, oui, justement, sur le dérèglement climatique, à l'heure d'aujourd'hui, l'homme est le principal responsable, mais les conséquences sont en train d'être vécues présentement. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelles sont les conséquences de ce dérèglement que nous sommes en train de vivre présentement? Bon, je pense que Omar, les dérèglements, on les vit. Nous, au Sénégal, aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, il fait très chaud. Alors qu'à pareille période, il commençait à faire froid. L'agriculture, vous voyez bien que la maturation des graines, soit se fait plus rapidement, soit moins rapidement. Donc, il faudra changer, justement, notre agriculture. Changer les graines. Au niveau de l'érosion côtière, on le voit, la mer avance du fait de la fonte des glaces. On le vit également. Vous avez également la pollution. Donc tout ceci, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de changer de comportement? Ça, c'est la grande question. Oui, les moyens de changer notre comportement. Mais justement, quelle est la responsabilité du scientifique que vous êtes dans cette transformation? Professeur Adam Tigani, aujourd'hui, vous avez travaillé sur 2 expériences. Il y a les polymères, les plastiques, mais il y a également le radon, qui est un gaz qui peut être à l'origine des complications pulmonaires. Mais d'abord, sur les polymères, de quoi il s'agit et sur quoi vous avez abouti? Bon, quand j'ai commencé à travailler sur les polymères, à l'époque, c'était l'avènement, je dirais, des plastiques. Oui. Quand le plastique est apparu, quoi qu'on puisse dire, le plastique nous a rendu beaucoup de services. Les bouteilles en verre ont été remplacées par des bouteilles en plastique. Les chaises en plastique. Vous avez tout en plastique. Le plastique était devenu incontournable. Ça, il faut le dire. Et ça nous a rendu beaucoup de services. Les formes que le plastique, les couleurs qu'on pouvait donner aux objets grâce au plastique, ce n'était pas possible avec le bois ni avec le fer. Donc, il y a eu un boom. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque. Vous savez, les pare-chocs de voitures, c'est en plastique. Alors, nous, PSA, Citroën et Renault, nous envoyaient leurs pare-chocs et on étudiait le comportement de ces pare-chocs. Donc, pour voir quel additif ils devaient mettre à l'intérieur de ces plastiques pour augmenter leur durée de vie. Et moi, ce que j'ai fait à l'époque, puisqu'au Sénégal, on a un climat qui est assez chaud. En Europe ou aux États-Unis, quand ils étudient le vieillissement du plastique, ils ne peuvent le faire qu'en enceinte d'accélération en laboratoire. Nous, avec notre climat, on était capable de faire une comparaison entre le vieillissement naturel et le vieillissement accéléré au laboratoire. C'est pourquoi on a été l'un des laboratoires qui a le plus publié au monde sur ces 2 modes de vieillissement.
On avait cette particularité. Donc, à cette époque, je pouvais dire à un industriel, votre matériau ou votre pare-choc, sa durée de vie, elle sera de 5 ans. Ok. Alors que si vous faites ça en accéléré uniquement dans leur laboratoire, je dirais spéculer, parce que vous n'avez pas de données sur le comportement naturel du polymère. Par la suite, le plastique est devenu un problème. Mais là aussi, je mettrais un bémol. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, Mais d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi c'est devenu un problème? parce qu'à cause des sachets plastiques qui traînent dans la nature. Les sachets plastiques, c'est ça qui a terni l'image de marque du plastique. Le sachet. Les sachets. Parce que si vous prenez aujourd'hui les bouteilles, c'est un plastique, mais il n'est pas fabriqué de la même manière. Oui. Et le problème, c'est que pour son recyclage, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui? Il n'est pas biodégradable? Non. En général, c'est justement ça. À l'époque, quand je travaillais sur la biodégradation du plastique, Oui. j'ai toujours demandé aux scientifiques, écoutez, c'est vrai, il y a la disparition visuelle du plastique. Mais cette disparition visuelle, veut-elle dire que le plastique a disparu? On s'est rendu compte que non. Aujourd'hui, on retrouve du microplastique dans nos assiettes. C'est ça. Donc, il s'est dégradé, il est devenu minuscule, Oui. il est absorbé par les poissons ou par les animaux, les vaches ou les moutons, et finalement, ça se retrouve dans nos assiettes. Oui. Donc, finalement, on a déplacé le problème. On ne le voyait plus à l'œil, il est devenu petit, absorbé par les animaux, et ça se retrouvait dans nos assiettes, et ça se retrouve dans nos ventres. Dans nos ventres. Et ça nous crée des problèmes. En tout cas. Donc, ce problème. Ensuite, le plastique. Comme j'ai dit toujours, je me rappelle une conférence, il y a un petit jeune qui dit il faut supprimer tout ce qui est plastique. J'ai dit jeune homme, le jour où on fera une perfusion, je ne sais pas avec quoi on vous la fera. Ouais. Parce que Ouais. les bouteilles sont recyclables, les chaises sont recyclables. Aujourd'hui, il n'y a que les sachets plastiques. Et même les sachets plastiques, aujourd'hui, nous avons mis au point une technologie. Si vous allez à l'université, juste après le rectorat, nous avons fait des aménagements Oui, avec les pneus. avec des pneus remplis de sachets plastiques. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, nous sommes On capables dirait que des pots de fleurs. on fait des pots de fleurs avec. Oui. Vous pouvez faire des assises, des tables. Oui, On en des a fait en assises, médecine. Les jeunes, ils vont travailler là-bas. C'est beau, c'est de différentes couleurs. Et on avait proposé à l'État, avec une lettre d'intention, de ramasser tous les sachets plastiques qui traînent dans les villages, dans les de Dakar, par de exemple. Dakar, non, Oui. du Sénégal. Oui, du Sénégal, oui. Supprimer tous ces plastiques, les faire des aménagements, au moins quand vous allez ce dans serait ces, magnifique, dans ces hein. localités. Aujourd'hui même, Baba Omar, ça n'a l'air de rien. Quand vous marchez en ville aujourd'hui, à Dakar, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'assises où vous reposez. Vous asseoir, oui. Il n'y a pas d'assises, il n'y a pas d'arbres, il n'y a absolument rien. On pourrait utiliser cette technologie pour mettre des tables. Vous en avez parlé aux collectivités territoriales, par exemple. PNDL et tout ça, c'est des opportunités, non? On avait écrit à l'autorité, le ministre de l'Environnement, pour lui demander. Nous, on demandait rien. Il n'y a pas eu de suite? Il n'y a pas eu de suite. Donc, aujourd'hui, on a une technologie qui, aujourd'hui, nous demande zéro énergie, puisque vous n'utilisez pas d'énergie. Il n'y a que la force de l'homme que vous utilisez. Vous faites de beaux aménagements et c'est bénéfique pour tout le pays. Ouais. Ça n'a l'air de rien, mais regardez aujourd'hui, quand vous vous promenez à Dakar, vous êtes fatigué, vous n'avez nulle part où vous asseoir pour respirer. Vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de... C'est comme par exemple pour le problème des arbres. Aujourd'hui, j'ai dit à l'État du Sénégal, mais pour le problème des arbres, montons un projet de MDP. C'est dire, aujourd'hui, nous allons reverdir Dakar, parce que Dakar, c'est que les gens, on dit Cap Vert. Oui. C'est le Cap, il était vert. Oui. Maintenant, le Cap n'est plus vert. C'est du béton partout. Il faut reverdir Dakar. Et c'est comme les architectes qui ne font que justement revendiquer cela. Normalement, il faut les associer dans les réformes. Il faut que les architectes se mettent à niveau. Parce qu'aujourd'hui, on parle de bâtiments à haute qualité environnementale. Oui. Un bâtiment intelligent, qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, qui aujourd'hui, les problèmes d'effet de serre ne les connaît pas. Ça veut dire quoi? Même dans la conception, les briques que nous utilisons jusqu'à présent, elles ne sont pas adaptées. Il faut justement, les briques, les meilleures briques sont les briques qui contiennent justement de l'argile. On y reviendra quand on parlait d'un nanocomposite. Parce que ces briques
contenant de l'argile Oui. sont de bons isolants, Mm. ce qui permet de ne pas avoir beaucoup de chaleur. Vous utilisez moins de climatiseurs, moins de ventilos. Et vous faites des toits qui sont élevés. Moi, je suis rentré dans une voûte nubienne dont les toits sont élevés. Mais au moins, il y avait 40 femmes. Vous entrez, c'est comme si la pièce était climatisée. Aujourd'hui, quand les gens ont des projets immobiliers, regardez, allez à la fac, vous voyez les toitures. Les toitures, c'était de 7 mètres, 10 mètres. Oui. Parce que quand vous avez un toit qui est élevé, quand vous avez la chaleur, les molécules chaudes ont tendance à aller vers le haut. Et quand elles sont vers le haut, à ce moment, les molécules fraîches restent vers le bas. Ce qui fait que la pièce sera toujours agréable. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui construit un immeuble, s'il met des toitures qui sont à 10 mètres, il pourra faire que 3 ou 2 niveaux. Et puisque les gens, ils cherchent de l'argent, ils vont faire des toits de 2 mètres, 3 mètres. Il fera toujours chaud pour pouvoir avoir 10 étages, etc. Et justement, c'est exposé aux incendies, alors qu'avec les plastiques, les polymères, vous avez des possibilités, justement, de prévenir tout ça. Absolument. Oui. En fait, c'est que les gens doivent savoir, quand il y a incendie, la plupart des morts, c'est pas par brûlure, c'est par asphyxie. Oui. Parce que le plastique, gaz, quand tu brûles, il dégage des fumées toxiques qui vous étouffent. À l'époque, on utilisait 2 composés chimiques, le brome et le magnésium. Mais le problème, c'est que ces composés chimiques, à la fin de vie des plastiques, devenaient un problème environnemental. Nous, quand on travaillait, à l'époque, j'étais aux États-Unis, on a travaillé sur le concept des nanocomposites. C'est des plastiques qu'on mélangeait avec de l'argile. Avec cette technologie, on a pu fabriquer des matériaux où 50% des gaz étaient piégés à l'intérieur. La hauteur de flamme, on la réduisait de 60%. Ça veut dire que quand je réduis la hauteur de flamme de 60%, la propagation du feu se fera très difficilement. Et justement, ce concept aujourd'hui, on a un potentiel de développement. Je parle des déchets qu'on peut utiliser, des plastiques qu'on peut utiliser pour faire de nouveaux matériaux. Ce potentiel-là existe. Et justement... Et qui est très bénéfique. Mais c'est absolument... Quand vous... Aujourd'hui... Un déchet, ce n'est plus... comme on dit, c'est de l'ordure. Oui. Un déchet, vous dites... Et moi, ce qui me fait mal, Bayoma, quand je vois le potentiel de déchets, vous allez à la corniche, les gosses qui coupent du coco, les fibres de coco. Oui. Et même sur le plan de la santé... Nous, on a fait des publications là-dessus, des fibres de coco qui sont mélangées avec de l'argile. On a eu des matériaux extraordinaires. Ah, de quelle nature? Donc, vous pouvez faire les tableaux de bord de véhicules. Des tôles avec ce genre de composite. Mais vous savez, à un moment, les véhicules, c'était plus du métal, c'était des composites. Donc, on a un fort potentiel. Mais je dis toujours, ce fort potentiel, on ne pourra l'utiliser que lorsqu'il y aura un backup en recherche. La recherche, elle est essentielle. Et c'est vraiment dommage que dans nos pays, la recherche, on n'investisse pas dans la recherche. C'est relégué au second plan. L'éducation et la recherche sont les moteurs de tout développement. C'est clair. Comme on dit, si vous n'avez pas de compétences, si vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas bien formé, vous ne pouvez pas... Et c'est là où se joue la différence entre les nations. Vous avez parlé des polymères, vous avez parlé, c'est pour parler du plastique, de façon générale, le radon, vous en avez parlé, parce que c'est cela qui est à l'origine des complications pulmonaires. Et justement, nous y arrêtons pour justement expliquer à l'opinion, ce radon, justement, c'est quoi l'enjeu? Le radon est un gaz radioactif. Oui. Il vient du sol et donc il est à l'origine du cancer du poumon. Nous avons fait une étude à l'époque où nous avons mesuré la concentration de radon dans le sol en quittant la corniche pour aller jusqu'à la bibliothèque universitaire. Ah, l'espace est réduit quand même. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vous avez des roches volcaniques venant des mamelles. Ces roches volcaniques contiennent de l'uranium. Et cet uranium se dégage du radon. Omar, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous allez à l'université de Dakar, quand vous allez au rectorat, vous avez toujours 4 ou 5 marches. Oui, palier, oui. Quand vous allez en fac des sciences,
En droit, vous avez des marches. Oui. Le colon, il était conscient de la dangerosité de ce radon et de la présence. Toute l'université, les anciens bâtiments, n'ont pas été construits à même le sol. Ils ont été construits sur pilotis. Ils ont fait un palier. Donc, le gaz radon, lorsqu'il sort, il ne pénètre pas dans le bâtiment. Il est capté? Non, il est chassé par un courant d'air. Qui provient d'où? Non, il suffit de faire un courant d'air. Quand vous faites un bon aménagement naturel, oui, ça chasse le gaz. Il n'y a que les nouveaux bâtiments qui ont été construits tout dernièrement par nos gouvernements qui ont été construits à même le sol. En était-il conscient de cela? Quand ils construisaient le pont et l'hôtel Radisson, personnellement, j'avais fait des articles là-dessus pour leur dire attention. Il y a le radon qui est présent et le radon peut vous amener des problèmes de cancer. Mais expliquez-nous, quel est le périmètre de développement de ce radon? Ça, c'est uniquement au niveau de l'espace universitaire ou c'est sur tout le littoral? Expliquez-nous sur toute la côte. Le littoral? Sur tout le littoral où vous avez des roches volcaniques. Le radon est présent. Nous venons faire, tout dernièrement, nous venons de faire une étude. Nous avons pris les 3 types de ciments qui sont produits au Sénégal, puisque le radon peut provenir de ces types de ciments, pour voir quelle était la concentration de radon émise par ce ciment. On a la chance, tous les 3 types de ciments, à part un paramètre qui est au-dessus des normes de l'OMS, tous les paramètres sont bons, donc on peut dire que le ciment qui est utilisé au Sénégal est un ciment qui est sécure. Qui est sécure, c'est-à-dire qui peut freiner l'expansion du radon. Qui ne dégage pas de radon, une quantité qui peut vous provoquer un cancer du poumon. Le ciment. Ouais. Ok, mais alors, restons toujours dans le cadre du radon, parce que c'est bien d'expliquer, pour que l'opinion sache, et au besoin faire attention, sur le littoral où il y a des volcans, c'est un peu, nous connaissons les zones quand même. Est-ce que vous avez l'impression quelque part qu'on y a développé des mécanismes de défense, d'expression de ces radons-là? Pas du tout. Ce mécanisme n'est pas développé. Non seulement... Mais se laisser donc l'opinion exposée. Mais absolument. L'opinion est exposée. Et en plus, ce qui va se passer, actuellement, on va vers l'utilisation d'exploitation pétrolière. Oui. Quand vous faites exploitation pétrolière, vous avez ce qu'on appelle des micro-séismes que vous faites quand vous exploitez, quand vous forez. Oui. Vous savez que toute la côte au Cap-Vert, vous avez des failles. Partout où vous avez des failles, ce sont des zones volcaniques. Ces micro-séismes qui vont être générés lors de l'exploitation pétrolière, il n'est pas exclu que ça puisse favoriser justement un phénomène géophysique qui peut être dommageable. Nous avons une fois fait des mesures sur la côte. On a eu un pic en radon qui était extrêmement important. On a contacté à l'époque la direction de la météorologie pour demander est-ce qu'il y a eu un phénomène géophysique qui s'est passé pour pouvoir corréler justement cette émission extraordinaire de radon avec un phénomène géophysique. Mais malheureusement, il n'était pas capable de nous dire ce qui s'était passé au large. Oui, et le danger, c'est quoi? Vous avez parlé d'émissions, vous avez parlé d'éléments géophysiques qui peut donner quoi comme conséquence? Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire ce qu'on appelle du monitoring. Oui. Il faut mesurer la concentration de radon tout le temps pour voir s'il y a des évolutions. Parce que le radon est un indicateur, c'est un traceur. Dès lors que vous voyez une augmentation de la concentration de radon, vous savez qu'il va se passer un phénomène. Oui. Et à ce moment, nous, on l'utilisait pour pouvoir avertir les populations de partir avant que le phénomène ne se passe. Ne se propage. Ne se propage. Mais justement, de ce point de vue, si on jette un regard sur la situation, sur la prévalence justement des complications pulmonaires, est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui dans le cas du Sénégal? Parce que le constat, il est là, les spécialistes en parlent, insistent sur la prévention, mais si vous ne connaissez pas la cause, vous ne pouvez pas agir sur justement le phénomène. Je vais vous dire une chose. Oui. La présence du radon, indéniablement, c'est pas bon pour les poumons. Tout ce qui est maladie cancérigène, c'est pas bon. Je vous donne un exemple. Mais on assiste à une recrudescence de ces pathologies quand même. Oui, mais ça, oui, maintenant, faudrait-il voir, est-ce qu'il y a un lien? Oui,
C'est ça la question. Surtout le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voit des jeunes qui développent le cancer. Surtout des enfants. Des enfants. Tidiane Adjani. Des enfants. Aujourd'hui, moi je pense que, et ça vraiment c'est... Des enfants, et ça se féminise également, de plus en plus. Mais ça, il y a d'abord, moi je pense qu'il y a une grande partie, la pollution par les voitures. Oui. Il y a peut-être aussi la pollution par les entreprises. Tout ça, ça mène un cocktail qui fait que aujourd'hui, on a des cancers insoupçonnés chez les enfants aujourd'hui. Et ça, je pense qu'une étude doit être faite. Une étude doit être faite, mais vous savez, ça c'est pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, on va y arriver. Quand vous n'êtes pas en mesure de mesurer, il est très difficile de faire des corrélations. Faisons le constat d'abord, l'analyse situationnelle, et ensuite déboucher sur les perspectives. Mais c'est important de nous arrêter sur le cas du radon qui se propage, et les conséquences sont là quand même. Mais il y a le radon, il y a d'autres gaz. Oui. Il y a la fumée. Oui, la fumée. Venant des véhicules, venant des usines. Tout ça, ça forme un cocktail qu'il est bon de contrôler. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des maladies opportunistes qui puissent prendre votre population. C'est là où, justement, nous, ce qu'on appelle faire de la prévention. Il faut prévenir pour éviter, justement... Par exemple, dans les pays européens, on sait qu'il y a des moments où on dit, mais il y a trop de fumée qui se propage, on arrête telle zone, telle marque de véhicule pour laisser d'autres, du moins, circuler, alors qu'ici, il n'y a pas encore cette stratégie. Moi, je vous dis, pour les véhicules, la pollution venant des véhicules, ça fait longtemps que je propose aux autorités tout simplement de mettre des pots catalytiques. Le pot catalytique, c'est quoi? Lorsque la fumée, vous savez, la fumée, lorsqu'on sort du véhicule, la température, c'est 250 à 300 degrés. Et le pot catalytique, vous avez des produits chimiques. Quand la fumée arrive dans le pot catalytique, la température, elle est à 700 degrés. Donc, toutes les molécules dangereuses sont cassées dans ce pot catalytique. Donc, quand cette fumée-là sort, elle est pratiquement inoffensive. Elle est moins dangereuse que la fumée halogène. Je dis aux gens, imposons le pot catalytique aux véhicules, ça veut dire quoi? On crée ici une usine de fabrication de pots catalytiques. Combien de jeunes on va employer? C'est de la ferraille. On a tout pour ça. Former des jeunes, fabriquer les pots catalytiques, contrôler le processus, etc. Il faut aller vers ça. Mais plutôt que de dire commander des choses à l'extérieur, et ça, justement, c'est ça notre gros problème. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de transfert de technologie. C'est un gros problème. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais en dîner avec un ministre français de l'Environnement. C'était à l'époque de la COP 21, qui disait le Sénégal va vers le développement durable. Le mix énergétique, on va vous installer justement une centrale solaire. Vous allez vers le développement durable. J'ai dit non, monsieur le ministre, c'est pas du développement durable ce que vous proposez. Moi, j'appelle développement durable quand c'est nous, Sénégalais, qui fabriquons les photopiles. C'est ça. Quand c'est nous, Sénégalais, qui fabriquons les batteries. Quand c'est nous, Sénégalais, qui montons cette centrale solaire. Aujourd'hui, le fait de commander une centrale solaire chez vous, c'est vos carnets de commandes qui seront pleins. C'est clair. Vous allez embaucher des jeunes. Le problème que vous avez, l'employabilité de nos jeunes, on a le même problème au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi on va commander une centrale solaire alors qu'on peut fabriquer tous les éléments ici, les monter, parce qu'en plus de cette affaire, quand vous avez une panne de la centrale, vous êtes obligé de faire venir un technicien de l'extérieur. Est-ce que vous pensez que... Et c'est ça aujourd'hui le gros problème. Moi, je l'ai vécu personnellement dans ma recherche. J'avais un appareil, un spectro-infrarouge, que j'avais acheté à 15 millions. Quand il est tombé en panne, il n'y avait personne pour me le réparer au Sénégal. Je peux vous citer beaucoup d'appareils qui aujourd'hui sont en rade, qu'on ne peut pas réparer. Oui, même dans les hôpitaux. Les hôpitaux, l'appareil de radiologie. Une fois que ça tombe en panne, mais absolument. Voilà. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, le défi que je me suis imposé, dans mon institut, on a mis en place une formation en mesure physique, métrologie. C'est cette formation, ces jeunes qui sortiront, qui pourront résoudre tous ces problèmes. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas se développer. Si à chaque fois, il faut faire venir un technicien, je ne sais pas d'où, qui va demander 5 millions, 10 millions pour venir toucher une vis et passer son temps à la plage,
on ne se développera jamais. C'est clair. Alors, d'autres expériences que vous avez eues à mener pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection. Objection, aujourd'hui, s'arrête sur la recherche, mais justement, convie un spécialiste qui a été distingué meilleur scientifique de 2022 pour nous expliquer de quoi il s'agit, où en est-on avec la science, mais la responsabilité aussi du scientifique dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Autre expérience, M. Tidiane Adjami, que vous avez menée, ce sont les nanocomposites. De ce point de vue aussi, il y a du bien qui a été fait. Dites-nous pour en quoi. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était par rapport aux incendies. Oui. Mais aujourd'hui, la nanotechnologie, elle est utilisée partout. Votre véhicule, il a été fabriqué à base de nanotechnologie. Aujourd'hui, les méthodes contraceptives des femmes, qu'elles se mettent sous la peau, c'est la nanotechnologie. Ça permet la diffusion, justement, de l'élément. Ça peut durer des années. Aujourd'hui, pour moi, depuis 2022, je dirais des années 2000, la nanotechnologie a été le sujet qui a le plus révolutionné le monde. Oui. Pourquoi ? Parce que ça vous donne des matériaux d'une qualité extraordinaire. Et par exemple, dans nos villages, ça améliore plein de conditions, les conditions de vie des citoyens et citoyennes. Mais justement, c'est ça, Bayoma. Et vous en avez fait l'expérience au Sénégal. Le premier exemple de nanotechnologie que je donne à mes étudiants, vous savez c'est quoi? C'est quoi? Le canari. Ah. Le canari, quand vous mettez de l'eau le matin, vous venez le soir à 17h, l'eau est fraîche. Parce que le canari a été fait à base d'argile. Et le fait de l'argile, ce sont des couches de silicate qui empêchent justement la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Ce qui fait que l'eau à l'intérieur, elle est toujours fraîche. À l'époque, nos grands-parents, cette technologie, ils la connaissaient puisque leur case, leur truc était construite à partir de cette technologie. Mais justement, on n'a pas su faire une lecture de nos savoirs. On est toujours tourné vers le savoir venant de l'extérieur. Cette technologie existe depuis longtemps. Nos grands-parents l'ont utilisée pour les cases, pour les canaris, ou pour bien autre chose. Et nous, on n'a pas su faire une lecture. Mais cette lecture, pourquoi on n'a pas su la faire? Elle est simple. Quand vous êtes chercheur dans nos universités, vous progressez en fonction de publier. Oui. Vous publiez pour avancer dans votre carrière. Mais malheureusement, les thématiques sur lesquelles vous travaillez, c'est des commandités. C'est commandité. Oui. Ça n'intéresse pas toujours nos sociétés. C'est-à-dire que vous ne vous intéressez pas aux problématiques sociétales de nos pays. C'est un problème de nos universités. Parce que comme la résolution des problématiques de notre société, ça vous amène à améliorer la qualité de vie de vos concitoyens. Et ce n'est pas l'objectif des autres. C'est loin d'être leur objectif. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, nous devons gérer notre carrière. Mais moi, je dis aujourd'hui... Et Cheikh Anta a passé toute sa vie à se battre, à déconstruire. Vous autres, que faites-vous alors, Adam Tidjani? Non, moi, aujourd'hui, je vous dis une chose. Je suis très orienté résolution des problèmes sociétaux. Comme je vous ai dit, j'ai fait des aménagements sur le campus universitaire. J'ai fait installer des biodigesteurs et des latrines pour des gens. Aujourd'hui, dans ce village, les femmes qui marchaient des kilomètres pour aller chercher du feu de bois, grâce à ce biodigesteur, on leur produit du biogaz, elles ont des gazinières, elles font la cuisine sans aucune difficulté. Ça a permis de booster, on utilise le digesteur du biodigesteur. La production agricole, on est passé de 800 kilos à 3 tonnes. C'est pour vous dire que le potentiel existe. Le potentiel, donc moi aujourd'hui, je m'intéresse uniquement aux problèmes sociétaux. Les enquêtes que je mène avec mes étudiants, ils ont fait des enquêtes sur l'installation d'antennes relais pour la téléphonie. Ça amène ça. À l'image des NTIC, des nouvelles techniques de l'information et de la communication, existe-t-il des plateformes aujourd'hui qui devraient normalement regrouper à la fois l'universitaire, je parlais du chercheur, mais de l'investisseur, du patronat,
Et justement, pour permettre un peu, lorsque les investisseurs veulent faire des commandes qui s'adressent directement aux chercheurs que vous êtes. C'est une question pertinente, extrêmement importante. Oui. Nous avons tenté en 2003 de mettre en place cette plateforme. Elle avait été mise en place. Mais malheureusement, les différents acteurs n'ont pas joué leur rôle. Les universitaires n'ont pas voulu s'inscrire. Les entreprises ont été réticentes. Les investisseurs... Ont-ils compris de quoi il s'agit? Mais justement, c'est ça notre gros problème. Mais est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, quel est l'intérêt aujourd'hui? Non, le fait d'avoir cette plateforme, vous en tant que journaliste, si vous avez besoin d'un spécialiste en physique atomique, vous n'allez pas m'appeler, vous allez aller directement sur la plateforme. L'industriel, s'il a une problématique dans ses produits, il a besoin de les améliorer, il va sur la plateforme, il cherche quelqu'un qui travaille sur ce produit, automatiquement, ça lui donne la liste, le numéro de téléphone, le email des personnes qui travaillent là-dessus. Donc, l'interaction se fera plus facilement. Le transfert de technologie, la prise en charge des problèmes que rencontrent les entreprises, même nos sociétés, sera prise en compte. Moi, par exemple, l'UPIC aujourd'hui m'interpelle, me dit, Monsieur Tidjani, on a besoin que vous nous aidiez sur la métrologie. Parce qu'on nous dit que nos produits ne peuvent pas rentrer aux États-Unis parce qu'ils ne répondent pas à certaines normes. Vous avez réglé le problème? Mais on essaie de le régler, mais vous savez, quand vous n'avez pas des moyens... Oh là là, l'éternel moyen. Mais on est en train de se construire. Ça va prendre du temps. Mais on se construit avec des objectifs clairs. Avec des objectifs d'aider notre pays à aller de l'avant. D'abord par la formation. Aujourd'hui, nous formons des jeunes qui sont très bien capacités, qui sont absorbés. Il y a des masters environnement aussi. Master environnement. On a la licence en mesure physique. Donc, etc., etc. Et donc, on essaie vraiment, et en termes d'achat d'équipements, on essaye d'acheter des équipements qui répondent justement à ces besoins. Donc, je pense qu'on est dans une dynamique qui permettrait, je pense, d'aider l'État du Sénégal. Les opportunités existent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, Baye Omar. Ne serait-ce que par rapport aux jeunes, on essaie de mettre en place des formations pour les accompagner. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une formation pour les déchets électroniques. Aujourd'hui, on a des déchets électroniques. C'est d'actualité en tout cas. Ça rentre dans notre pays, je dirais par conteneur. Finalement, leur fin de vie, c'est ici. C'est presque une poubelle. Une poubelle. Ils contiennent des matériaux très dangereux, le cadmium, que nous ne pouvons pas régler. Aujourd'hui, il faut orienter les jeunes vers ça. Même les formations, ça n'a l'air de rien. Même aujourd'hui, chauffeur de taxi, il faut une formation. Vous savez pourquoi? Quand vous allez dans un pays, la première personne que vous rencontrez, c'est qui? C'est un chauffeur de taxi. Donc, la première impression que vous aurez de ce pays, c'est le chauffeur de taxi qui va vous le refléter. Quand vous quittez ce pays, c'est le chauffeur de taxi qui vous amène. Il est au début et à la fin. Donc, quand celui-là ne sait pas se tenir, souvent, ce qui se passe, vous avez des touristes qui viennent, on leur dit, moi, j'ai un copain qui est venu l'autre jour, on lui a fait payer AIBD jusqu'à Terroubi, il a payé 150 €. Il a payé 150 € parce qu'il ne savait pas. Quelqu'un qui arrive dans un pays qui ne sait pas. Et donc, après, quand on lui a dit, mais cette personne, quelle impression elle va garder du Sénégal? Vous ne pouvez pas espérer que cette personne puisse revenir chez vous pour vous visiter, ou en tourisme, etc. Et tout ça, c'est une formation. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans... C'est plutôt l'éducation. C'est la formation. Pour moi, Baye Omar, c'est la formation. Comme on dit en Wolof, Kujangul du Tari. Vous ne pouvez pas espérer développer ce pays si vous n'avez pas des gens qui sont bien formés. Ce n'est pas possible. Mais justement, dans la troisième partie de l'émission, ce sont les perspectives. En parlant de perspectives, c'est parler d'opportunités. Mais vous avez justement, à chacune des étapes de l'émission, vous avez évoqué un constat, c'est l'absence de moyens. Aujourd'hui, la priorité se situe où? C'est
de mettre les moyens sur la recherche parce qu'on est en train de voter le budget. Absolument. Le budget de la recherche au Sénégal, c'est moins de 2%. C'est faible par rapport au potentiel, par rapport justement aux enjeux qui se jouent présentement dans le monde. Bayoma, c'est vrai. Mais je pense que nous sommes universitaires, on est supposé avoir quand même des connaissances. Oui. Cela veut dire que on est à même de pouvoir réfléchir, même si l'État ne nous donne pas les moyens, Allez les chercher. comment nous pouvons les chercher, Ça aller également, générer des moyens. Ça également, c'est votre mission. C'est notre mission. Oui. Je vous donne un exemple. Oui. Je dis aux autorités universitaires, j'ai 80 000 étudiants. Excusez-moi du terme, 80 000 étudiants qui vont aux toilettes tous les jours. Je récupère tout ce qui est excrément, urine, je le mets dans un biodigesteur géant. Je produis du gaz, j'alimente un alternateur. J'électrifie toute l'université. Ah oui? Sans problème. Vous avez même plus, vous pouvez vendre cette électricité aux maisons avoisinantes. Cet argent qu'on va économiser sur l'électrification, ce qu'on paye à la Sénélec, on l'investit dans l'espace universitaire. On investit, on le met. Mais vous en avez discuté avec le recteur au niveau universitaire? J'en ai parlé au niveau universitaire. J'ai fait moi-même une enquête sur les déchets au niveau du campus social. J'ai dégagé le potentiel de création de biogaz, de création d'emplois. J'ai donné ça à la fondation UCAD. Oui. On attend les investisseurs. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que... Ont-ils les moyens de financer ça? Les moyens, un État, c'est pas ça qui lui pose des problèmes. D'autant plus que vous savez que si vous financez ça, c'est un seul financement. Après le reste, il va s'autofinancer. Tant même créer un bénéfice. Mais ça va créer. C'est-à-dire que tant que nous, on n'essaie pas de réfléchir pour voir comment... C'est le problème du Sénégal. Voilà. Oui. On attend tout. Oui, ils sont dans l'attentisme. Dans l'attentisme. Oui. Soit on attend de l'État, soit on attend de l'extérieur. Facile, oui. Alors qu'on a ce potentiel quand même. On a ce potentiel. Même au niveau formation, on a un potentiel de création de formation puis qui puisse s'adapter justement au développement de nos besoins. On a ce potentiel. L'université de Cheikh Anta Diop regorge de compétences. Oui. Mais toutes nos différentes universités. Mais aujourd'hui, le gros problème qu'on a, à mon avis, c'est un problème de leadership. De leadership, mais aussi d'organisation. Oui. Le leadership, c'est-à-dire que dès lors que vous prenez pour un leadership, ça veut dire en amont, vous avez établi une certaine organisation. Comment doit marcher? La planification. Planification. C'est ce que je dis. Dans toute chose, je planifie. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes indicateurs de performance? Et tous les 6 mois, j'évalue. Si maintenant, Omar, je vous ai confié quelque chose, au bout de 6 mois, 1 an, j'évalue. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez dit que vous allez faire ceci. Je vois que vous n'avez rien fait. Mais je dis, Omar, l'habit que je vous ai donné, il est trop grand pour vous. Ouais. Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Le problème de notre pays, c'est l'évaluation. On n'évalue pas. On n'évalue pas. Et moi-même à l'époque, une haute autorité, je lui avais dit, pour le gouvernement, quand vous nommez quelqu'un ministre, au bout d'un mois, vous lui demandez sa feuille de route. Quelles sont ses actions qu'il veut mener? Quelle est sa cible? De quelles ressources financières il a besoin? De quelles ressources humaines il a besoin? Quels sont ses indicateurs de performance? Tous les 6 mois, je vous évalue. Vous m'avez dit que vous allez me faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, j'ai rien fait. Je vous dis, monsieur le ministre, il y a un problème. Mais tant qu'on continuera à tout politiser, ça ne pourra pas marcher. Les urgences sont ailleurs. Mais le problème, c'est que si on n'adresse pas surtout cette question d'employabilité de nos jeunes, on va vers des moments très difficiles dans ce pays. Oui, nous y sommes déjà. Les moments difficiles, c'est justement le contexte mondial, un contexte difficile avec le renchérissement du coût de la vie, mais également les opportunités qui s'offrent à nous.
ce qui nous oblige à parler de la place et du rôle du chercheur. Nous en avons le chercheur Adams Adjani, vous en êtes un, vous travaillez, vous expérimentez. Aujourd'hui, en termes de conclusion, que faut-il retenir pour la perspective, pour permettre aux chercheurs que vous êtes, d'abord, la préoccupation première, c'est un peu de quitter vos publications un tout petit peu pour vous occuper des préoccupations des communautés, ce qui est en train d'être fait, mais peut-être à un niveau très lent. De ce point de vue aussi, il y a à faire. Il y a à faire. Moi, comme je vous ai dit, les compétences sont là. Oui. Mais il n'y a pas d'objectif Clairement indiqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Oui. En un mot, fixez-nous les vrais chantiers, les vrais objectifs et les moyens pour les atteindre. Elle est précise, la question. Les objectifs, pour moi, oui. Dans le travail que je fais, mon premier objectif, c'est d'améliorer le bien-être de nos populations. Tout individu, c'est d'abord de manger à sa faim. Donc, il faut mettre l'accent sur l'agriculture. Oui. Se loger. Aller sur de nouveaux concepts qui permettent d'avoir des logements peu coûteux, accessibles à tout le monde. C'est bien possible. Se soigner. Est-ce qu'il faut toujours se tourner vers la médecine occidentale alors que nous avons un potentiel de plantes médicinales? Voilà les 3 objectifs qui aujourd'hui me paraissent essentiels. Il faut mettre un focus là-dessus. Parce qu'une personne qui mange à sa faim, qui est logée, qui sait se soigner, et 4e objectif, le système éducatif. Le système éducatif. C'est la clé de tout. L'éducation et la recherche si on veut se projeter dans l'avenir. On n'a pas encore posé la question de la géopolitique aujourd'hui. L'environnement, c'est une question géopolitique. On a vu entre les pollueurs et les payeurs, c'est un éternel débat aujourd'hui. C'est la question de la faim. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, il faudrait que les pays développés arrêtent ce que j'appelle le colonialisme climatique. Ils ont pollué. Ils sont responsables. Qu'est-ce qu'ils disent aux pays sous-développés? Ne faites pas ce que nous avons fait. Faites ce qu'on vous dit de faire. N'utilisez pas vos énergies fossiles. N'utilisez pas votre gaz, sinon vous allez polluer. Alors qu'eux, ils sont en train de polluer. La COP, actuellement, elle tire à sa fin. Oui, on a parlé d'échecs. Ils n'ont toujours pas de truc. L'Arabie Saoudite a dit qu'elle continue à produire son pétrole. Les États-Unis, l'Australie et la Chine sont derrière. Ils ne disent rien. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. C'est clair. Et maintenant, quand il s'agit d'investir dans les pays sous-développés pour exploiter nos ressources pétrolières et gazières, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'à un moment, Omar, il faut taper sur la table. Oui. Moi, je dis, il faut que les Africains qui vont aux négociations, il faut taper sur la table. Mais ceci n'est possible que lorsque les Africains accepteront de travailler. Nous ne travaillons pas suffisamment dans ce pays. Il faut le dire. On ne travaille pas suffisamment. Oui, du tout. Ou même que je dirais la production est faible. On veut tout avoir, vivre dans un luxe, tout avoir, mais nous n'acceptons pas de mouiller le maillot. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Rien ne nous sera donné. Tout, il faudra se battre pour l'obtenir. Et vous l'avez dit, et c'est la conclusion, le travail éloigne de nous 3 grands mots, le vice, la nuit et le besoin. Absolument. Merci, professeur. Je vous en prie. Ça a été un plaisir énorme d'avoir discuté avec vous sur des questions à enjeux majeurs et non mineurs. Et ces questions, nous les avons fixées, posées et analysées. Il s'agit du dérèglement climatique et de ses conséquences sur l'être humain. Vous nous avez donné des solutions. Vous avez déjà travaillé sur le radon, qui est un gaz à l'origine des complications pulmonaires. Vous nous avez parlé des polymères, les plastiques, et ce que cela donne comme opportunité, et les nanocomposites. C'est à votre profit et c'est à votre honneur, parce que vous avez été distingué meilleur scientifique de l'année 2022. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, Omar. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, mais surtout et surtout, bonne chance à nos Lions pour la Coupe du Monde 2022. Absolument. Au revoir.
FM